Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le troisième épisode d'une série que vous suivez avec beaucoup de passion, parce qu'on a beaucoup de retours, on a beaucoup de coups de téléphone, et je pense que ça s'inscrit dans une continuité liée notamment aux interventions des experts, et je vais vous les présenter ce soir, sur RCI, tous les lundis, entre 10h et 11h, avec une reprise systématique dans la semaine. C'est une folie furieuse. Donc nous, on fait le relais en télévision et on vous remercie de votre fidélité. Alors, la thématique centrale ce soir, après la présentation générale de l'événement, après la thématique de l'agriculture, nous abordons une thématique centrale qui est celle de l'économie. Et pour nous en parler, j'ai invité 4 stars qui chacune va évidemment nous présenter dans le détail, si possible, son rôle dans l'organisation de cette manifestation. Mais avant de vous les présenter, je vous rappelle que le maître d'œuvre, comme on dit chez nous, le maître-pièce de cette opération s'appelle Aimé Charles Nicolas. C'est un professeur de psychiatrie. Et un jour, il s'est levé, il s'est dit « J'ai 78 ans, il faut absolument que je fasse quelque chose pour mon pays. » Et il a commencé à énerver tout le monde. Et il a embarqué dans son aventure des centaines et presque des milliers de personnes qui font bouger à la fois la réflexion globale et qui sont là pour nous aider à réfléchir et à trouver des solutions. Donc je vous rappelle que vous pouvez également participer à cette aventure. On vous rappellera en fin d'émission l'ensemble des coordonnées que vous pouvez utiliser pour vous inscrire au programme ou participer à des ateliers ou participer au challenge qui aura lieu au mois de septembre 2021. Donc j'ai trop parlé, je vais passer tout de suite la parole à nos invités, en commençant par Muriel Eukard. Muriel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes trop sollicité dans le cadre de cet événement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, d'où vous venez, et puis ensuite, je reviendrai après la présentation vous interroger sur votre niveau d'intervention dans le projet. On y va. Bonsoir à tous. Je suis Muriel Eukard, comme vous l'avez dit. Mon intervention, aujourd'hui, mon travail consiste à accompagner les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité. Donc, je m'occupe de tout ce qui est stratégie et gestion d'entreprise. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise aussi bien dans la restructuration de leur entreprise. Je les accompagne également dans tout ce qui est optimisation de leurs ressources. Donc, l'ensemble des problématiques que rencontre un chef d'entreprise. Très bien. Un chef d'entreprise qui a besoin de financement, vous lui dites, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, c'est ça? Alors, la recherche de financement, pas que, puisque aujourd'hui, la recherche de financement n'est pas une fin en soi dans une entreprise. C'est l'ensemble des problématiques qu'on rencontre dans une entreprise. Notamment, je travaille beaucoup avec cette notion d'indicateur, parce que très souvent, les chefs d'entreprise n'ont pas cette connaissance des indicateurs économiques. Le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord, ils ne l'ont pas, puisque 97% des entreprises, ce sont des TPE. Très souvent, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas, ils ne voient pas comment faire. Et aujourd'hui, moi, je les contrains, si je puis dire, à travailler avec ces indicateurs, en leur donnant des tableaux de bord et en leur apprenant en fait à gérer, parce qu'ils connaissent leur métier, mais ils ne connaissent pas nécessairement la gestion d'entreprise. Donc moi, je suis là. Qui est un autre métier. Qui est un autre métier. Et d'ailleurs, je leur dis souvent que, en fait, quand on est gérant d'une entreprise, gestionnaire d'une entreprise, on a 2 métiers. Le métier que nous faisons, le transport, peu importe l'activité, et le métier de gestionnaire. Et ce métier de gestionnaire doit être maîtrisé avant tout. Très bien. Vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Moi, je vais revenir sur le nombre d'entreprises qui correspondent au profil. Alors, vous avez annoncé un chiffre, mais qui correspondent au profil des entreprises que vous devez probablement soutenir. C'est quand même l'immense majorité
des entreprises martiniquaises. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Dorothée de Rênal. Bonsoir Dorothée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors moi je suis présidente de Réseau Entreprendre Martinique. Oui. Réseau Entreprendre, c'est une association de chefs d'entreprise bénévoles qui se mettent au service de futurs chefs d'entreprise. Donc nous sommes 73 aujourd'hui, membres du réseau. Et notre fonction consiste à accompagner financièrement et humainement des porteurs de projets, en fait, qui veulent monter leur boîte, oui, et qui ont besoin de support, j'allais dire, d'encadrement, un peu comme fait Muriel. Nous nous mettons donc à leur service. Nous sommes à leur côté pendant 24 mois environ, 24 à 36 mois en fonction des projets et des profils. Et pendant ces 24 à 36 mois, nous les accompagnons mensuellement. Notre rôle n'est pas de faire à leur place. Notre rôle est de les rendre autonomes dans la gestion de leur entreprise et donc de leur apprendre à prendre du recul, à se poser des questions, à, si possible, répondre aux questions. Ou se remettre en cause. Se remettre en cause. Et effectivement, souvent, ça passe à travers des outils comme le fameux tableau de bord, qui peut être financier, mais pas que. On travaille aussi sur toutes les fonctions de l'entreprise, commerciale, RH. On s'adapte un petit peu au profil du porteur de projet et à ses besoins. Très bien. Alors, je vais de temps en temps vous interrompre, c'est mon rôle, mais notamment pour que nous puissions systématiquement avoir une attention pédagogique pour les gens qui nous écoutent. Parce que vous savez que cette chaîne touche toute la Martinique et toutes les classes sociales et tous les niveaux d'éducation. Oui. Donc je ferai un peu la police, mais je vous demanderai vous-même de faire la police sur tout ce qui est conceptualisation, y compris, vous avez le droit parfaitement de m'interrompre en me disant « Eddy, là tu as loupé le concept et c'est pas très compréhensible. » Alors... Eddy, on n'a rien compris, tu peux reprendre ça? Voilà, je vais reprendre. Alors, Didier Grand, la même question. Didier, qu'est-ce que vous faites dans cette galère? C'est pas une galère. Et déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, dans la vie, d'abord, je suis marié, père de famille. C'est déjà bien. Encore, on fait ce qu'on peut. Et dans la vie professionnelle, je suis le directeur général du Crédit Agricole Martinique-Guyane. Ouais. Je dis aussi, j'aurais dû être là avec Alex Rosette, puisque nous avons cette particularité d'être une banque coopérative où le tandem président et directeur général est extrêmement important, parce que le président représente de fait l'ensemble des sociétaires d'une banque coopérative et nous sommes la seule 100% locale aujourd'hui. Alors pourquoi on est là? Parce que le Crédit Agricole, lui, son développement est étroitement lié au développement à la fois de l'économie et du social d'une société. Et quand finalement nous avons vu la démarche proposée par le professeur, on a dit mais on peut peut-être être des contributeurs parce que ça fait résonance chez nous tout ce qui permet un développement durable de long terme de l'île de la Martinique, de la Guyane, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va développer ça un peu plus en avant dans quelques minutes. Et le dernier de nos invités à se présenter, Jean-Marc Lafleur. Alors oui. Vous, j'ai regardé le CV. Jean-Marc, bon, je vous connais depuis de très longues dates, mais ce CV doit faire à peu près 12 pages. Vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites dans la vie finalement? Alors, je suis consultant aujourd'hui à Café Cacao d'Excellence. C'est une filière qui travaille sur la structuration de filières. Alors, qu'est-ce qu'une filière? C'est pour faire la pédagogie, c'est l'ensemble de l'organisation d'une production, notamment tout ce qui concerne la production agricole. On prend en compte vraiment tous les facteurs. Donc on part de la fourche, on va dire. À la fourchette. À la fourchette, ou de la fourche à la tasse. Comment on travaille? Moi, je travaille beaucoup sur le café, le cacao. Café Cacao d'Excellence aujourd'hui. Mais ça fait quoi un consultant? C'est-à-dire, techniquement, c'est quoi? Techniquement, quand on est passionné, aujourd'hui, je fais de l'agronomie par passion. Je m'occupe de café, de cacaoyer. Donc, je sais faire du griffage. Ouais. J'ai appris par passion comment je fais du cupping, c'est-à-dire j'arrive à goûter plus ou moins, mais j'arrive à faire le test. Mais votre rôle, Jean-Marc, c'est d'aider des agriculteurs ou
ou vous-même, vous êtes partie prenante de la production? Aujourd'hui, la manière dont on s'implique, on est quasiment partie prenante, notamment à La Réunion, et maintenant on développe à Rodrigue, avec la particularité suivante qu'on a adoptée, c'est-à-dire je travaille avec M. Frédéric Descroix, entre autres, qui est un expert mondial reconnu, tout ce qui est café, cacao d'excellence, qui a mis en place le café de La Réunion, qui est un des cafés les plus chers du monde. Et on travaille aussi sur des cafés pour des îles, des plus petites îles, telles que Rodrigue. Pas pour Rodrigue dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien. Pas pour faire du café très cher, mais c'est pour permettre il y a beaucoup de veuves, c'est pour permettre à des gens de s'en sortir économiquement, dans la mesure où c'est des aides, on travaille avec des banques ou des États qui financent ces projets, c'est pour rendre ces personnes autonomes. Et en Martinique, il paraît qu'il y a un café qui vaut une fortune. Non, comme on travaille en cours dessus, mais je préfère ne pas en parler, c'est en cours, Secret d'État. C'est pas secret d'État, mais bon, c'est en cours. Et on n'aime pas parler quand le projet sort, qu'on n'est pas dans la communication. Bon, de toute façon, je vais vous tirer les verres du nez d'ici la fin de cette émission, vous inquiétez pas. On va aller plus loin dans la description du projet et surtout dans la description de votre niveau d'intervention dans le projet. Donc, Muriel, je reviens à vous. Oui. Alors, le projet 36 heures pour demain, c'est la première fois qu'on le nomme. Mais bon, nos téléspectateurs, comme je l'indiquais, suivent une série. Donc, ils savent où on va. On a une dizaine d'épisodes à peu près, on est bien meilleur que d'autres séries, notamment des telenovelas. Et évidemment, vous l'aurez compris, on est bien plus intéressant qu'une telenovelas. Muriel Eucar, à quel niveau se situe votre implication dans le projet? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que le professeur Aimé Charles Nicolas a réussi à vous faire faire, a réussi à vous obliger à faire dans ce projet? Ce que vous dites est intéressant parce que effectivement, je pense qu'il a réussi à me faire faire. Parce que je vais vous dire. Rappelez-vous que c'est un psychiatre. Très souvent. Je l'ai bien en tête. Et pourquoi je me suis passionnée pour ce projet? Parce que tout simplement, je me projetais très souvent pour mon avenir à moi. Qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais développer mon entreprise, comment je vais aider un chef d'entreprise. Et c'était une vision limitée. J'estime que c'était une vision limitée. Et en participant notamment aux premiers ateliers de 36 heures pour demain, je me suis rendu compte, à travers les méthodes de l'UNESCO, comme la littératie des futurs. Souvent, dès que le mot littératie du futur, enfin le concept apparaît, il y en a qui décrochent. Donc on va vous demander à chacun de contribuer à la compréhension. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de littératie? Alors, la littératie du futur, sous ce terme un peu, je vais dire, qui semble un peu barbare... vous êtes gentil. Je vais dire que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que nous avons tous, c'est une capacité à pouvoir imaginer le futur, quelque chose que nous avons d'inné, tout simplement. Et en fait, la littératie des futurs, c'est tout simplement pouvoir faire ressortir cette capacité innée que nous avons à imaginer le futur. Très bien. Donc, concrètement, vous allez faire quoi? Alors moi, concrètement, je vais travailler à la cellule. Je travaille d'ailleurs à la cellule ingénierie financière de l'équipe de 36 heures, où mon rôle sera de financer les projets qui viendront à travers l'analyse des experts. Et vous ne serez pas toute seule dans cette cellule? Bien évidemment que non. J'ai bien l'impression que votre voisin de gauche y sera également, c'est ça? Pas sûr. Pas sûr. Il n'a pas donné son accord. Alors, une cellule financière, je résume, ça sert à quoi? Alors, tout simplement, on sera une équipe de personnes maîtrisant chacun un domaine, où nous allons réunir des partenaires stratégiques des partenaires stratégiques, ça peut être un partenaire bancaire, une banque, par exemple. Ça peut être une personne venant d'une collectivité. Donc, des gens qui ont de l'argent ou qui peuvent vous aider à en trouver, c'est ça? Exactement. Et cet argent, il sera destiné à qui?
Alors, cet argent est destiné aux porteurs de projets, aux projets qui émergent de 36 heures. Et donc, il s'agira tout simplement de financer ces projets qui vont permettre justement de réaliser en fait le demain que nous avons imaginé, notamment à travers ces projets-là. Très bien. Alors, rappelons que l'architecture du projet, je fais vite, hein, parce qu'au cours des épisodes précédents, que vous pouvez revoir sur Facebook ou sur YouTube, si vous souhaitez les revoir en replay. L'architecture s'articule autour d'une espèce de schéma de réflexion d'abord, de travail, d'échange, et puis il y a un fameux challenge où des porteurs de projets, c'est-à-dire des futurs créateurs d'entreprises, vont venir soumettre leurs projets, qui ne sont pas forcément des projets de création d'entreprise d'ailleurs, à des experts qui vont les aider, et puis un jury qui va choisir les meilleurs. Mais concrètement, vous allez pouvoir, à la fin de ce challenge, accompagner, avec vos partenaires évidemment, accompagner les porteurs de projets financièrement ? Alors oui, je vais dire oui, parce que justement, c'est une cellule d'ingénierie financière. Il ne s'agit pas de reprendre les modèles de financement des entreprises qu'on retrouve de manière basique. Chacun des projets, chaque projet est singulier, c'est-à-dire qu'on va faire un montage financier pour chacun des projets. D'accord. Le montage financier sera adapté. Et peut-être innovant. Ça sera certainement innovant parce que justement, nous allons innover sur tout ce qui est financier. Donc, les porteurs de projets innovent sur le projet et vous innovez dans le financement. Tout à fait. Didier, est-ce que tout ça vous paraît raisonnable quand même ? Non, c'est une utopie. Ah. C'est une utopie, mais une utopie a de sens que parce qu'on l'a construit. Moi, vraiment, nous, avec Alex, on a apprécié, c'est que finalement, la démarche, ce que nous propose le professeur, c'est d'abord une ambition. Et je regardais, alors là, qu'il y a Alex Rosette sur la gueule, pour plaisanter, mais finalement, d'abord, ce que propose le professeur, parce que moi, je le lis comme ça, c'est d'abord un horizon. Et un horizon, par définition, ça ne s'atteint jamais, oui, mais ça donne l'envie de tendre. Et je pense que d'abord, c'est ce processus d'envie que dégage le professeur qui nous parle. Deuxièmement, c'est une démarche. La démarche, en fait, elle est à construire, à co-construire. Et finalement, et c'est déjà le cas sur les premières rencontres, et aujourd'hui, moi je ne connaissais pas Muriel jusqu'à quelques semaines au téléphone. Vous étiez à distance quand vous êtes intervenu sur RCI. Il y a plein de rencontres d'hommes et de femmes qui ne se connaissent pas, qui peuvent se croiser, et il y en aura demain encore plus avec l'amplification qui sera faite dans les étapes. C'est des rencontres, des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées, mais qui vont les challenger, mais de manière, je veux dire, citoyenne, pas brutale, de manière constructive. Et ça, c'est important pour nous, parce que finalement, c'est ces rencontres que crée la richesse. Mais vraiment, ce qui nous parle dans cette volonté-là, c'est faire société. Et tu vois, pour une banque coopérative, la notion de sociétariat, ce n'est pas neutre. Ça veut dire c'est une ambition de respecter des règles, des codes, des processus pour construire ensemble un avenir qui, par définition, est inconnu. Alors, voilà, donc c'est la non-peur de l'incertitude qui est importante. Hein. Oui, on a bien compris que là, on est sur un challenge à tous les niveaux. Et il y a même des challenges dans le challenge, si j'ai bien compris. Vous, très concrètement... aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, d'abord, on le dit. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tous ceux avec qui je travaille dans les premiers groupes de travail. On s'est désigné expert par souci de clarté, mais en vérité, en tout cas, ce qui me concerne, moi, je ne me sens pas expert de l'économie. C'est Jean-Marc l'expert de l'économie. Nous, simplement... Enfin, il vient de l'apprendre. Hein. Voilà, mais entre autres, dans son CV. Nous, ce qu'on se considère, c'est simplement parce qu'on a un regard sur l'économie et la société martiniquaise, qu'on en est aussi acteur, on n'a pas seulement un regard. C'est finalement, on s'est permis avec Alex d'avoir une réflexion parce que ça nous était demandé, donc c'est du travail avec le professeur, c'est pas le Club Med, c'est du travail. on va le découvrir. C'est du coup de livrer un début de réflexion qui vaut ce qu'elle vaut, elle est pertinente, pas perdante, à la limite ça n'a pas beaucoup d'importance, qui est un substrat, un terreau, on aime bien ça dans le monde agricole et Jean-Marc ne me contredira pas, et finalement sur lesquels on va essayer de pousser. Mais on sait que pousser, il faut d'abord labourer à 60, biner et arroser, même. Voilà, il faut avoir ces images-là, mais pour marquer. Et donc notre contribution, d'abord, elle est modeste, c'est une contribution, un début de réflexion, ce que ça vaut. 2, c'est la proposer aux autres, accepter la changer. Et dans le rôle que j'ai là, c'est pas celui du banquier, c'est celui, avec Alex, de modeste accompagnateur du projet. Parce qu'il y a beaucoup plus d'Amazon, on parle souvent de Nelly, qui font beaucoup plus que nous. Voilà, nous,
au service des autres. D'accord. Voilà. Donc, Alors il y a vous pas- allez accompagner à la fois le projet, Bien sûr. bien évidemment, mais vous allez peut-être devoir accompagner des porteurs de projets. Mais ça, c'est après, parce que là, Ouais. vous êtes déjà dans la solution. Ah Eddy, ben parce moi, que je ne sais pas. Oui, mais je c'est travaille trop sur tôt. les perspectives. C'est juste, Eddy. Mais en même Ouais. temps, si on crame les étapes du processus, on finit par s'aseptiser. Alors cramer, ça veut dire brûler. Ah oui, c'est du sud-ouest. Du sud-ouest. Pour tous ceux qui ont fait leur étude à Bordeaux, ils ont compris. Il y en a beaucoup de Martiniquais. Bon, Dorothée, vous avez déjà l'expérience de l'accompagnement, comme Muriel d'ailleurs, et puis comme tous les autres évidemment, mais vous êtes spécialisés toutes les deux dans l'accompagnement des entreprises. En quoi votre intervention dans ce fameux projet répond à une cohérence vis-à-vis Alors. ou en parallèle de votre activité normale, classique, de présidente de réseau Entreprendre? Alors, je crois que le mot a été lâché, c'est challenge. Ouais. Moi, j'ai rencontré le professeur Charles Nicolas, je ne sais pas si je dois le dire, autour d'un punch. C'est à quel moment Et donc, de quelle bouche Justement, je ne sais pas, c'est ce qui fait qu'il a réussi à m'embarquer. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, il utilise plusieurs méthodes. On ne va pas demander à Muriel quelle est la méthode qu'il a utilisée, mais vous, c'est le punch. c'est D'accord. le punch. Et je dois dire qu'une fois qu'on est embarqué dans cette aventure, on y va avec enthousiasme, avec détermination. Et bon, je pense que tu l'as vu, on est tous super motivés pour inventer le futur, finalement, ou pour contribuer à inventer le futur. Et répondre à l'ensemble des interrogations qui sont face à nous. Absolument. Et donc, moi, ce que j'ai compris du projet, c'est que on va stimuler donc tout un chacun à se projeter à travers des ateliers qui seront structurés. Donc on aura pour nous aider l'UNESCO, on aura Sylvie Mélien également qui va nous aider à structurer tout ça. Et de ces ateliers vont naître des projets, alors qu'ils soient des projets d'entreprise ou des projets culturels ou des projets artistiques ou enfin que sais-je. De développement durable, Absolument. d'économie d'énergie, etc. Ça va foisonner. Et donc, moi, modestement, en tant que réseau Entreprendre, j'espère qu'on aura des projets qui vont rentrer dans nos critères et que naturellement, nous pourrons accompagner. D'accord. Donc, c'est encore un rôle d'accompagnement avec votre expérience de la microéconomie, parce que au quotidien, vous voyez le contenu d'un projet, vous le voyez mûrir, grandir, se réaliser. Absolument, et ça nous arrive même de réaccompagner un porteur de projet qui se développe, c'est-à-dire de l'avoir accompagné de la naissance de son projet jusqu'à un projet de développement et à nouveau de réintervenir pour un autre axe de développement. Exactement, Ouais. donc en tant qu'entreprise en développement. Donc on a pas mal d'outils qu'on pourra mettre à la disposition donc, des futurs projets. Et puis, moi, ce qui me passionne, mais c'est plus à titre personnel, c'est de pouvoir justement, en amont, participer à cette espèce de foisonnement d'idées qui vont germer et qui vont certainement, comme disait Muriel, nous obliger à être très inventifs et à trouver des solutions. Bon, sacré challenge. Jean-Marc, vous, j'ai l'impression que vous êtes au cœur, en tout cas, je me suis laissé dire que vous étiez au cœur de la réflexion de cette espèce de machine qui est en train de se mettre en place. Votre rôle précis? Alors, je vais apporter une précision. 36 heures, pour moi, c'est une vision pour la Martinique de demain. C'est du savoir-être. Comment on se voit, comment on se projette dans notre société. Ouais. Même en dehors des projets. Les projets seront le plus qui va venir structurer notre vision de la société. On a bien compris qu'il y avait une dimension un peu, je vais me faire taper sur les doigts comme d'habitude, politique au sens noble du terme. Oh. C'est bien ça? Oui, au sens le plus noble, c'est-à-dire comment on voit la Martinique de demain et quel type de projet quels sont les projets qui vont permettre d'accéder à cette Martinique. C'est-à-dire, derrière ce projet, je pense qu'il y a un projet sociétal, c'est le savoir-être et le savoir vivre ensemble. Ouais. Le faire ensemble. Et surtout, et le projet savoir-être, et le projet va nous permettre de faire ensemble. Alors,
de manière très concrète, parce que là, les gens commencent à prendre des notes, Oui. ils prennent les noms, ils vont appeler. Jean-Marc Lafleur fait quoi dans cette usine? Alors, le professeur qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il m'a hypnotisé, je ne veux pas dire. Alors, en donc, plus le du rhum, crochet, le en plus, il rhum, m'a hypnotisé. En plus du rhum, mais je ne sais pas. Ah ben, il y avait du rhum aussi. Il y avait du rhum, mais il m'a hypnotisé parce Ouais. que je suis sorti là, je lui ai dit, bon, ben, j'avais beaucoup de travail. Je lui ai dit, bon, professeur, vous me tuez, mais je ne peux pas ne pas y aller. Et alors, donc, à qu'est-ce que travers vous cela, faites, Jean-Marc? il m'a demandé. Je vous arrête. Non, déjouez pas que nous, on n'avait rien à faire. Hein. Non, mais j'ai bien. Non, beaucoup. Non, mais je lui avais déjà dit. Je lui avais déjà dit, non, c'est pas possible. Les Mais- téléspectateurs constatent que de toute façon, vous êtes tous épuisés déjà. Donc, ça se Non, non, voit. pas vraiment, non. Non, ça se voit. Malgré votre dynamisme, votre implication, Oui. on sent bien que il vous tient et il ne va pas vous lâcher. Ah, je pense qu'on Ouais. peut pas. Non, c'est nous. On veut pas le lâcher non plus. Donc c'est. Ah, il ne faut pas le lâcher. Non, faut mais pas le c'est, on lâcher. est comment vous dire, bon, on a pris le virus ou je sais pas, mais un bon virus. Mais on peut pas le lâcher. Donc, alors- ce que je veux dire, à travers les 36 heures, on a décidé qu'il y aurait une cellule d'ingénierie financière vraiment très pointue, hein, qui permettrait de travailler sur tous les aspects de projet pour créer vraiment une synergie entre tous les acteurs, mais vraiment tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les banques, l'État, les organismes, l'État, les organismes publics, pour mutualiser, créer une vraie synergie afin qu'on puisse trouver des projets quasiment clés en main, comme disait Madame Hucard, c'est-à-dire aujourd'hui une entreprise à venir, on va lui bâtir un projet clé en main, c'est-à-dire ce ne sera pas de dire il y a la CTM, il y a ceci, il y a plusieurs organismes, il y a les banques, donc on va travailler de concert de manière à ce qu'à la fin du challenge de du l'histoire. challenge de l'histoire. Hein. Et c'est pas de dire qu'il n'y aura pas de concours pour dire qu'il y a un bon ou un mauvais projet. C'est-à-dire, Ouais. n'oubliez pas qu'on doit essayer de faire peuple, de travailler ensemble. C'est de dire on va financer les projets qui sont finançables. Hein. On ne va pas créer de l'utopie. C'est de créer des projets qui seront finançables. Et votre rôle à l'intérieur, il est de travailler sur cette cellule d'ingénierie. Alors pour les gens qui nous écoutent, d'ingénierie, en fait, laissons tomber le concept d'ingénierie, c'est toutes les techniques qui vont vous permettre d'arriver à finaliser, à donner les moyens financiers à cette entreprise. Oui, parce que oui, c'est exactement ça, tu l'as bien défini. On va se tutoyer Ouais, désormais. Oui, c'est plus simple. Donc, ce sera plus simple. Donc, Didier surtout préfère. Donc, l'idée de base, c'est de dire un projet, un financement. Et on sait que la difficulté pour les porteurs de projets, quels qu'ils soient, gros ou petits, c'est de trouver le financement. Et tout existe, mais on ne connaît pas C'est la forcément. jungle. C'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Multitude Qui permet de couvrir pratiquement tous les cas, mais il faut aller par là, il y a différents organismes. On se dit, mutualisons, faisons de la synergie, comme ça il y aura une réponse unique. Très bien. Alors j'ai envie de vous, puisqu'on a identifié les différents rôles de chacun de nos experts, j'ai envie de vous demander de nous faire partager votre analyse en force et faiblesse de l'économie martiniquaise. Alors l'idée, c'est pas de nous faire la leçon ou de faire la leçon aux téléspectateurs en leur rappelant les fondamentaux. On va en sortir quelques-uns quand même. Parce que les gens qui nous écoutent, parmi les gens qui nous écoutent, il y a bien évidemment des gens qui connaissent à force, parce que chaque semaine, on remet une couche sur l'économie sur cette antenne. Mais plutôt qu'on vous écoute sur la vision que vous en avez. Alors je vais commencer par Dorothée, qui elle fait de ce qu'on appelle de la microéconomie, c'est-à-dire qu'elle touche aux entreprises de manière individualisée. Absolument. Alors, si tu devais nous dresser ce portrait en faiblesse d'abord, et puis ensuite en force de l'économie de la Martinique. Alors, la cible sur laquelle j'interviens, ce sont des TPE, voire des TTPE. Alors, pour les gens qui nous écoutent. Des petites entreprises ou des très petites entreprises. Oui. Ça va de 3 salariés à une quinzaine, vingtaine de salariés pour certains de nos porteurs de projets, de nos chefs d'entreprise.
Le rôle de Réseau Entreprendre ici en Martinique, parce que on dépend d'une fédération nationale qui est partie un peu du même constat, c'est notre leitmotiv, c'est d'intervenir sur le problème du chômage. De l'emploi. De l'emploi. Ouais. Nous sommes des créateurs d'emplois. Nous épaulons. Pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Ouais. Et donc, nous sommes là pour épauler de futurs employeurs à créer de l'emploi. J'aime bien cette image. Vous créez des employeurs. Absolument. Donc, à terme, vous créez des emplois. C'est ça. C'est notre rôle. Alors, rappelons quand même les chiffres, parce que Alors, Muriel en parlait. Alors, moi, j'ai sorti les tout derniers. 80%, donc c'est une enquête INSEE qui a été publiée. Alors, j'ai plus la date précise, mais je vais vous la donner. Ça a été publié en 2020, en avril 2020, donc c'est assez récent. 80% des établissements n'ont pas de salariés. Et donc il y a déjà un champ énorme. Exactement. Et donc tu comprends très vite que la cible que j'atteins, c'est 5% des entreprises qui existent. C'est tout petit. C'est-à-dire que c'est tout petit parce que moi, déjà pour accompagner un porteur de projet, des critères qu'on l'on demande, c'est la création d'au moins 3 emplois. Ouais. Donc c'est déjà très ambitieux pour le marché. Ça, c'est exceptionnel puisque 71% des entreprises qui emploient entre 1 et 9 salariés. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Donc j'interviens sur une niche. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Et alors, sur cette niche, force est de constater que, comme on dit, c'est graine d'iri à plein sac. Ouais. Et le Réseau Entreprendre a aujourd'hui 10 ans. Et on a atteint, là, cette année-ci, 220 emplois créés en 10 ans. Ça paraît peu, mais en même temps, c'est 45 entrepreneurs accompagnés et ce sont 45 projets pérennes qui vivent. Ouais. Donc, en sachant que 200 emplois en Martinique, ça correspond à 30 000 emplois au niveau national. C'est comme si vous aviez créé 30 000 emplois au niveau national, ce qui est considérable. En 10 ans. En 10 ans, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui ressort de ton analyse du terrain comme principaux obstacles ou principales faiblesses de l'économie? En dehors de cette problématique de la problématique du chômage en est une. La deuxième problématique qui ressort, à mon sens, c'est une très faible culture entrepreneuriale ici, en Martinique. Je ne sais pas si c'est lié au territoire, mais... Traduisons pour les gens qui nous écoutent. L'entreprise n'est pas forcément bien vue et l'entreprise n'est pas non plus vue par le Martiniquais comme un lieu de réussite. En clair, c'est l'image de l'entreprise. Entrepreneur, ce n'est pas forcément la panacée. Je pense qu'il y a une très forte culture du service public. Oui. Les gens aspirent à être fonctionnaires. Alors, je vais te donner les chiffres et tu pourras donc les garder, les noter et les distribuer. C'est 43% des salariés martiniquais. Et ils sont... y a du 40... privé. Non, 43% de l'ensemble des global. salariés martiniquais sont du service public. Ah d'accord, ok, Voilà. oui. Et dans seulement 1000 établissements. Alors qu'il y a 40 000 établissements, tous secteurs confondus. Donc, il y a une hyper-concentration sur 1000 établissements de la totalité des fonctionnaires salariés. Et alors, cette faible culture provoque, à mon sens, pas mal de difficultés et d'embûches sur le parcours du chef d'entreprise et du futur chef d'entreprise, parce qu'il est constamment en but à des lourdeurs administratives, à des blocages politiques. Voire une hostilité peut-être. Voire une hostilité, mais en tout cas, personne ne lui balise la route, personne ne lui déroule le tapis rouge. C'est un parcours compliqué et difficile. Ouais. Et nous, quand on intervient aux côtés d'un chef d'entreprise, c'est souvent pour l'aider dans ses démarches, c'est souvent pour
faire fonctionner un peu notre réseau pour lui donner accès souvent aux personnes parce qu'il n'est pas monsieur truc, il n'a pas accès aux bons interlocuteurs. Et pour moi, ça fait partie des vraies faiblesses qu'on pourrait lever relativement facilement, parce que finalement, c'est une volonté commune qu'on doit avoir. Et donc, j'espère qu'à travers ces ateliers, qu'à travers ce programme, qu'à travers le fait qu'on se mette ensemble pour faire des choses, que cette culture entrepreneuriale va grandir et qu'on pourra... Et va se diffuser. Ouais, tout à fait. Mais c'est un sacré challenge. Alors, on retient ça parce que dans la contribution que vous avez apportée et rédigée à plusieurs mains, si j'ai bien compris, c'est l'un des éléments majeurs qui est mis en exergue, la faiblesse de la culture économique et de la culture entrepreneuriale. Alors Didier, vous qui êtes au volant des principaux acteurs... Du principal acteur. J'adore. Du principal acteur je suis obligé. d'un champ qui est quand même central, qui est celui du secteur bancaire. Parce que je rappelle, les chiffres sont impressionnants. Le secteur bancaire, ne serait-ce que sur le crédit, les crédits distribués, je crois qu'on est proche des 10 milliards d'euros, dont plus de 4 milliards pour les entreprises. Donc l'argent qu'on donne, que vous donnez... Prêtez. Oui. Prêtez. Non, leur laissez pas croire ça, qu'on leur prête. Prêtez. Non, mais le lapsus est bien évidemment volontaire. J'ai bien compris. Que vous injectez dans le système est central. Vous, votre regard sur cette économie, ses faiblesses et ses forces. Commençons par les faiblesses. Mais moi, je rejoins assez ce que dit Dorothée. D'abord, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a une dynamique entrepreneuriale en Martinique comme je n'ai jamais vu sur aucun territoire. Donc à la fois, et je ne sais pas... Alors c'est quoi une dynamique pour les gens qui nous regardent? Une dynamique entrepreneuriale, ça veut dire quoi? C'est des acteurs, et sous toutes ces formes, qui entreprennent, qui vont créer leur entreprise. Et notamment entreprise. qui créent des entreprises. Qui créent d'abord leur propre emploi. On oublie, moi je vais commencer par la base. Chaque année avec le Crécol, mais d'autres banques, on finance l'ADI, qui n'est pas connu, mais l'ADI, chaque année, grâce au concours des banques, par le microcrédit, il y a plus de 1000 personnes qui créent leur emploi en Martinique. Oui, j'ai regardé les chiffres, il y a plus de 3900 entreprises nouvelles chaque année. Voilà, un truc complètement fou. Mais l'ADI, c'est vraiment avec des petits microcrédits pour des personnes qui ne peuvent pas accéder au système bancaire classique par la réglementation, mais que financent quand même les banques. L'ADI, sans les banques, n'existe pas, il faut être très clair. Ouais. Alors, rappelons ce que c'est l'ADI. L'ADI, c'est l'Association de développement d'initiatives économiques, en fait, qui est une organisation qui, finalement, peut faire du microcrédit sans avoir les contraintes réglementaires. Alors, le microcrédit, c'est des tout petits prêts, c'est ça? De 3 à 10 000 euros. Voilà, maximum. Voilà. Et c'est à peu près, il peut y avoir un peu plus, bien sûr, mais globalement, le pro moyen, et avec un taux de remboursement, mais des gens qui sont exclus du système bancaire, pas par les banques, par la réglementation. Mais c'est comme les banques qui financent ça, rien que ça. Alors, il paraît que les gens qui sont concernés remboursent beaucoup mieux que les autres. Oui. C'est impressionnant, ça. Parce qu'il y a la parole, l'honneur. Et aussi des gens qui, finalement, créent leur propre emploi, je veux dire, leur survie parfois, et un certain nombre vont rentrer après dans le système bancaire. Donc ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que, là aussi, en Martinique, on part de rien. Cet organisme existe, il est efficace, et vraiment, il a fait un très bon travail. Ensuite, donc, dans cette création de l'entreprise, il y a une vraie culture entrepreneuriale, et c'est vrai qu'elle ne bénéficie pas, je veux dire, peut-être que j'espère que les politiques se vexeront pas, mais d'une culture économique... Non, mais ils sont déjà vexés. À 36 heures pour demain, ils sont vexés. Pas sûr, je sais pas. Parce on va les récupérer au fur et à mesure. Ils sont martiniquais comme les autres et ils participeront quand même. Mais bon. Je veux dire, quand je dis ça, c'est la compréhension des mécanismes économiques, une compréhension profonde des leviers, de ce qui fait l'attractivité de la marque Martinique, parce que nous sommes un pays touristique qui est d'abord parti par une structuration touristique, on va dire organisée, mais de plus en plus dans chaque maison de chaque Martiniquais. C'est-à-dire, voilà, on a quand même depuis 20 ans, je dirais, une pénétration de ce que c'est la réalité touristique dans l'économie, beaucoup plus profonde que quelques hôtels, fut-il symboliques et bien gérés. Voilà. Ça y est, là, à mon avis, les représentants de Zilea vont taper du poing sur la table en disant que Didier Grand fait
pub pour les meublés de tourisme. Alors rappelons quand même les chiffres. 74% des touristes qui arrivent en Martinique vont dans les meublés de tourisme et pas dans les hôtels. Oui, mais ils vont aussi dans les hôtels. Et je crois que c'est important, comme dans tout marché, si vous n'avez pas des hôtels haut de gamme qui font le rayonnement, vous n'avez pas, je dirais, une redescente de cette économie, je dirais, plus large. Mais on comprend. C'est important, hein. C'est important d'avoir des hôtels qui sont le phare à l'extérieur. Parce que quelle que soit la qualité des meublés, à l'extérieur, sur l'image mondiale, ils n'existent pas. Oui. Voilà, enfin, faut pas opposer les acteurs. Hein. Ils sont très liés, étroitement liés. Il faut parler des deux, mais on comprend mieux en expliquant ça. Oui. Et que ça vienne de banquiers, c'est très très bien, parce que moi je pèse pas lourd dans l'affaire. Moi non plus. On verra ça à la fin de l'émission. Ce qu'on doit expliquer, c'est que les Martiniquais aiment beaucoup mieux le touriste quand ils en tirent profit directement. Et c'est le cas de l'économie touristique. Bien sûr. Voilà. Mais qui joue, et moi, on a souvent la représentation, bien sûr, il y a des hôtels de qualité en Martinique, il y a des professionnels d'une grande qualité, et il y a tout ce qui gravite autour, qui est la location saisonnière, qui se professionnalise aussi chaque année, il ne faut pas l'oublier. Mais derrière ça tire aussi des économies, parce que quand vous avez ça, vous faites travailler des entrepreneurs du BTP, vous faites travailler de l'agriculture qui vont nourrir, voilà. Donc les écosystèmes sont étroitement imbriqués. Ouais. Donc nous avons une Martinique, contrairement à la fois, qui globalement, dans la vision politique, exprime peu, ou en tout cas, c'est pas toujours audible, on va dire comme ça, une vision économique et sociale, parce que les deux sont liés, l'économie sans social, ça n'a pas de sens. Ouais. Et paradoxalement, vous avez une dynamique de personnes qui entreprennent sur tout secteur. Et vraiment, je voudrais aussi donner un message d'optimisme au moment de la crise, on pourrait y revenir. C'est important, c'est que l'année dernière, hors des PGE... Stop. Hors des prêts garantis par l'État, en fait, ce sont des prêts qu'ont accordés les banques avec la garantie de l'État pour donner des facilités de trésorerie. Mais ce qui est important, c'est hors ça, alors que tout le monde pensait que l'économie était tétanisée, les Martiniquaises et les Martiniquais n'ont jamais autant investi en 2020 qu'en 2019. C'est-à-dire, hors PGE, j'y reviens, il y a eu plus de financement à l'habitat, plus de financement crédit conso, plus d'agriculture, plus de profession. Voilà. Donc ça veut dire que nous avons un bouillonnement, et ces investissements, ça se traduit par des travaux qui font travailler du BTP, tout ce qu'on veut. Et c'est encore vrai au début 2021. Donc ça doit nous montrer que finalement, même si on a l'impression parfois d'inertie, il y a une culture d'investir et de croire à l'avenir. Parce que si on ne croit pas à l'avenir, on n'investit pas. C'est aussi tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer cette richesse vive qui est créatrice. Ça, c'est la partie positive. Mais elle existe. Absolument. Mais les faiblesses, moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on puisse en parler moi, tel à la que fois pour alimenter le débat. Avec l'humilité que ça demande. On ne part pas de rien et la Martinique est dotée de beaucoup de très beaux outils. On a parlé, l'a dit, il y a aussi Martinique Initiative, Martinique Développement, la Fredon, enfin, beaucoup d'outils qui peuvent structurer l'économie. La seule chose, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de Muriel et de Jean-Marc, il y a beaucoup de dispersion. Et du coup, on n'a pas les effets de ces structures avec la puissance qu'elles devraient avoir. Mais la Martinique a déjà créé beaucoup de choses. Hein. Elle est pas mal dotée. Hein. Voilà, on a la dispersion. Et après, peut-être qu'il manque finalement aussi de temps en temps une expression politique d'un développement structuré. On l'a partiellement. Voilà. Et du coup, il y a des positions qui parfois peuvent surprendre. C'est peut-être lié à leur faiblesse, allons être gentils. Leur faiblesse de culture économique. Oui, mais c'est logique. Et moi, je vais après laisser la parole. Et c'est ma traduction. On a le temps. Voilà. On a le mais temps. c'est pas la vérité. Hein, c'est ma compréhension et celle qu'on a avec Alex. Beaucoup d'acteurs de notre vie politique viennent du monde public. Donc ils ont dont ils ont une parfaite connaissance, une parfaite maîtrise, des rois, etc. Et que moi, j'ai absolument pas. C'est pour ça qu'ils ont le temps de faire de la politique, d'ailleurs. Ça, je sais pas. Et du coup, leur référentiel d'action, c'est celui-là. Ouais. Et on peut pas leur reprocher. Voilà. Et on peut pas. Et même, ils sont tous très intelligents, il n'y a pas de sujet. Mais voilà. Donc voilà, et après il y a l'horloge effectivement électorale. Mais globalement, c'est que leur référentiel est peut-être plus qu'ailleurs, beaucoup de notre élite politique, et on a une élite politique, je dirais quoi qu'on en pense, qui est de qualité, mais n'a pas les référentiels de l'économie dans ses mécanismes. Alors ça progresse. Et puis un électeur sur deux est en lien avec l'économie administrative et publique. Il faut le rappeler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, Muriel, votre vision précise de la microéconomie des entreprises, les faiblesses?
Alors, des faiblesses, il faut quand même replacer. Tout à l'heure, Didier a parlé d'utopie. J'aimerais quand même qu'on parle de cette crise sanitaire, parce que cette crise sanitaire a vraiment, vraiment chamboulé en fait toutes les prévisions, a chamboulé en fait l'analyse économique de la Martinique. Et moi, je vais parler surtout de l'expérience que j'ai quand je suis en contact avec les chefs d'entreprise. Ça nous intéresse. Parce que je vais dire qu'il y a différents profils, parce que j'aimerais parler de ces chefs d'entreprise quand même qui s'en sortent. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ont su rebondir, il y en a qui, par exemple, on a beaucoup vu le numérique se développer, on a beaucoup vu les services de livraison. Donc là, en l'occurrence, il y a des gens qui ont créé, qui ont innové en termes de services. Alors, pour les gens qui nous écoutent, le numérique, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est informatique, Internet, etc. Voilà, tout à fait. Donc on a vu quand même un développement assez intéressant de ce côté-là. C'est vrai quand même qu'il y a des secteurs qui souffrent, notamment le tourisme, qui est particulièrement touché. J'ai une cliente notamment dans l'agence de voyage qui a commencé son activité il n'y a que 3 ans. Elle est obligée, elle a bien commencé les 2 premières années, elle avait fait son emprunt, notamment l'ADI, etc. Et là, ça décollait, et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Les frontières sont fermées, encore fermées. Et donc, c'est une vraie difficulté, parce qu'en fait, on a des chefs d'entreprise avec un moral complètement en berne. Ils n'ont pas les perspectives, ils sont pessimistes. Il y en a, je vais dire que je pense qu'il y en a très peu qui sont optimistes. Et c'est ce qui m'effraie un petit peu. Même si ça ne se reflète pas dans les chiffres. Par exemple, là, alors, effectivement, ce sont des chiffres bancaires. Alors, c'est clair que ça peut être un prisme déformant. Mais bon, j'ai regardé l'évolution des crédits de trésorerie qui permettent aux entreprises d'avancer. Entre le dernier trimestre de 2019, c'était 400 millions d'euros. Le dernier trimestre 2020, on est au milliard, quoi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que cet argent, il a été dans le tissu économique, il a été dans les entreprises. Alors, là où vous avez peut-être raison, c'est que ça, je dirais que c'est l'économie officielle. Parce qu'une banque prête, en fait, donne... il n'a pas réagi. Prête... J'encaisse. de l'argent à des entreprises qui sont à peu près structurées. Hein, on va dire ça comme ça. Mais il y a toute l'économie parallèle. J'ai des chiffres terribles. 75% des entreprises martiniquaises n'ont pas de comptabilité. Oui, et je veux dire, on a ça, vous pouvez témoigner, ça. Tout à fait. 75%. Et c'est ça que c'est pour ça que je suis un peu inquiète, parce que je vais vous dire, c'est vrai qu'on a les entreprises actuellement ont déjà un problème structurel. Donc en termes organisationnels, ils ne suivent pas. J'ai parlé tout à l'heure. Didier Grand, excusez-moi de vous interrompre, Muriel. Didier Grand a l'air complètement paniqué au chiffre 75% de l'ensemble des entreprises. Et ça concerne surtout les entreprises qui n'ont pas de salariés. Qui n'ont pas de salariés, voilà. Tout à fait. Donc, ce n'est pas les entreprises que tu dois voir, à mon avis. C'est celles qui sont souvent sous les radars. Tout à fait. Et là, comment vous réagissez parce que ça, c'est une faiblesse majeure, on est bien d'accord. Quand on est en dehors du système, souvent, quand on est en difficulté, on n'a pas le profil pour aller voir le système. Prenons un exemple pour que les gens comprennent bien. Là, pour avoir accès au fonds de solidarité, c'est-à-dire bénéficier d'une aide quand on a son chiffre d'affaires, donc ses ventes qui ont plongé par rapport aux années précédentes, il faut aller sur son compte personnel sur impôt.gouv. À mon avis, il n'y en a pas des masses qui vont sur leur compte impôt.gouv. Bon, je ne vais pas parler de certaines choses que je vois, je vais dire, puisque il y a un certain nombre de choses qui sont un peu complexes, parce que c'est vrai que certains font comme ils peuvent pour s'en sortir, mais je vais dire, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est ce problème structurel qu'avaient les entreprises au préalable, et vient se rajouter la conjoncture. Et face à ça, quand on n'a pas les outils au préalable pour pouvoir gérer
gérer son activité, quand on ne sait pas vraiment son seuil de rentabilité, qu'on ne maîtrise pas tous ces chiffres, et que arrive un problème conjoncturel, ça accentue et surtout ça fait plonger les entreprises. Ouais. Donc forcément, l'entreprise, le chef d'entreprise se retrouve un peu débordé, il se dit mais comment je vais m'en sortir parce qu'en fait, mais pour vous, c'est une aubaine. Pour vous, c'est une aubaine parce qu'ils vont apprendre là, au moins une chose, c'est que créer une entreprise et la gérer, ça s'apprend. Tout à fait. Ça ne s'improvise pas, on est bien d'accord? C'est exactement ça. Et c'est vrai que je ne vais pas le cacher, effectivement, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui finalement s'intéressent plus à la gestion d'entreprise aujourd'hui. Avec la crise, ils s'y intéressent un peu plus. Je veux dire que cette crise a eu, cette peut-être avantage, parce que dans toute mauvaise chose, et on peut en tirer quelque chose de bon, c'est de sensibiliser certains chefs d'entreprise à cette notion de gestion. Pareil, pour cette notion d'aide, beaucoup d'entreprises ne vont pas chercher les aides. Ouais. Et ça, c'est une vraie problématique. Nous, ça nous permet effectivement de pouvoir, ça permet de pouvoir les réveiller, parce qu'avec le système d'aide, se trouvant dans l'incapacité parfois à générer du chiffre d'affaires, ils se disent, je vais chercher une aide. Et de voir comment ils sont affolés quand on leur demande de simples documents, ça paraît impressionnant. Donc, en plus, Dorothée parlait d'une attitude qui n'est pas forcément proactive, positive vis-à-vis du chef d'entreprise. J'imagine que ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir une gestion rigoureuse, les documents à jour, etc., quand ils se présentent devant les gens qui doivent aider, ou en fait qui ont le devoir d'aider, il y a quand même il doit y avoir des problématiques. Hein. Oui, tout à fait. Je ne vais pas vous le cacher. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je les aide. Justement, c'est un peu ça mon rôle. C'est de pouvoir leur dire qu'il faut mettre, mis à part cette notion d'aide, l'aide, c'est peut-être, je veux dire, l'opportunité pour pouvoir vous dire qu'il faut que vous soyez dans le système. Dorothée le disait à juste titre tout à l'heure, on est dans un système où il y a beaucoup de paperasse. Voilà, il faut être dans le système. Il faut être dans le système. Et je leur dis de ne pas être des anti-systèmes, parce que les chefs d'entreprise sont très souvent anti-systèmes. C'est vrai que... Mais est-ce que ce n'est pas en raison du fait que le système, souvent, les exclut? Alors, on est exclus si on ne s'y intéresse pas, parce qu'une fois si on y va, on trouve, je veux dire, si je peux m'exprimer ainsi, on y trouve son compte. Oui. Donc, il faut que le chef d'entreprise s'y intéresse. Parce que se dire que je gère une entreprise, je décide de gérer une entreprise, c'est se dire, je dois m'intéresser justement à cette paperasse. Ouais. Mais est-ce que cette relation à la complexité, parce que c'est ça en fait, hein, c'est difficile, c'est complexe, il faut... Avant même de faire 1 euro de chiffre d'affaires, vous avez déjà dépensé 1 000 euros. D'ailleurs, beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés à ça. C'est évident. Oui. Comment ils réagissent quand vous venez leur dire, bon, les mecs, c'est gentil, mais passez sous les radars, ça va pour un moment, mais il y a un moment, il faut remonter. Tout simplement parce que le banquier, pour vous faire un prêt, il va vous demander vos comptes de... votre bilan et compte de résultat, et quand ils entendent bilan et compte de résultat, parfois ils sont tout bizarres. Comment ils réagissent? Eh bien, je veux dire, je vous parlais de bilan et de compte de résultat. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a j'ai eu des chefs d'entreprise qui ne savaient pas ce que voulait dire chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est partie de ce principe. Des fois, je pars de loin avec des chefs d'entreprise. Ouais. Je me dis... Mais comme Didier le disait, beaucoup de chefs d'entreprise créent une entreprise pour manger. Oui. Pour manger, tout simplement, pour avoir leur emploi. Oui, c'est vrai, mais 80%, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, mais ces entreprises-là, il y a des structures faites pour ce type d'entreprise. Ouais. Et je dis ça souvent parfois à mes clients. Je leur explique qu'en fait, il y a des structures qui sont faites pour ça. Quand on décide de créer son propre emploi et qu'on dit qu'on ne veut pas avoir à gérer un certain nombre de choses lourdes, il y a des formes juridiques qui sont faites pour ça et qui sont allégées en administratif. Parce que très souvent, par habitude, on crée une structure, une entreprise complexe. Alors que on n'a pas vocation à créer une entreprise complexe. Donc, c'est pour ça que je dis la première question que je pose aux chefs d'entreprise,
qu'est-ce que vous voyez? Quelle vision voyez-vous pour votre entreprise? Comment vous la voyez-vous dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que c'est du développement? Est-ce qu'il y aura des salariés, etc. Si c'est pour juste créer votre emploi, je leur dis, ce n'est pas ma partie. Vous devez faire, il y a des formations qui vous permettent, qui très bien, qui sont qui aujourd'hui dispensent des organismes comme le Martinique Développement, qui permettent de pouvoir être formés et avoir un minimum de formation quand on veut gérer sa petite affaire. Il y a des structures pour ça. Mais quand on veut créer une entreprise qui a vocation à se développer, à embaucher, eh bien là, effectivement, là, il faut qu'on parle de gestion et qu'on parle de gestion franche et que le chef d'entreprise soit bien conscient qu'il doit se mettre à la gestion. Autre chiffre qui est redoutable, c'est que environ 70% des entreprises martiniquaises ont un chiffre d'affaires. Vous parliez de chiffre d'affaires. Donc pour ceux qui nous écoutent, les ventes annuelles inférieures à 100 000 euros. Oui. C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. Je dirais, il faudrait peut-être créer enfin, je veux dire que je les regrouper. Non, peut-être les regrouper, ou alors que ces personnes-là peut-être soient des auto-entrepreneurs ou qui décident. Voilà, souvent. Donc peut-être que c'est peut-être ça qu'il faudrait, ou alors c'est une très bonne idée dit. Les regrouper parce que ça m'arrive de faire ça, parce que je rencontre des entreprises avec diverses activités et ça m'arrive de les faire travailler ensemble. Ouais. Et Elie, j'apporte juste un point, dans ces entreprises dites individuelles, il y a aussi toutes les professions libérales. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a rarement une infirmière qui embauche une infirmière. Au pire, au pire ou mieux, j'en sais rien, elle se mutualise. Attention, parce que c'est vrai que nos chiffres généraux masquent des réalités très différentes. Il y a bien tout ce que décrit Muriel et qui est tout à fait. juste, mais il y a aussi... Les travailleurs indépendants, c'est 17 000 entreprises en Martinique. Si vous faites un chiffre d'affaires à 100 000 et que vous avez 40% de marge, c'est très bien. Voilà, c'est pour ça que elles existent aussi. Hein, donc, oui, bien évidemment. Voilà, c'est la difficulté de la moyenne à un moment donné, c'est que... On ne dépeint pas que des entreprises faiblardes. Non, sinon elles ne tiendraient pas. Parce que 100 000 euros, c'est quand même déjà pas mal. Quand même, il faut aller... Quand on est tout seul, c'est excellent. C'est bien. Voilà. Gagner, hein. Jean-Marc, votre vision des forces et faiblesses de l'économie martiniquaise, je sais que vous avez écrit une petite note dessus, mais les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément la chance de lire ces documents. D'ailleurs, on fera le lien, parce que c'est des documents auxquels ils pourront avoir accès. Alors, premièrement, quand on parle de la Martinique, il faut éviter de parler de la Martinique en tant que telle, parce qu'on appartient à un bassin, il faut peut-être regarder les autres, comment ils sont par rapport à nous. Donc ça va nous permettre de nous comparer, pas forcément pour être en compétition, mais pour dire quelles sont les marges, quels sont vraiment nos points faibles et nos points forts. Aujourd'hui, nos économies insulaires, qui sont vraiment qui ont des caractéristiques propres, qu'on ne peut pas forcément comparer avec les outils classiques qu'on a, quand vous parlez de ces chiffres-là, qui sont très bien les chiffres de l'INSEE, ne sont pas forcément adaptés à nos économies insulaires, parce qu'ils ne prennent pas en compte les dimensions d'économie d'échelle. Et dans toute la Caraïbe, ce qu'on va dire, le micro-entrepreneuriat, c'est ce qui est généralisé, ce qu'on appelait sous le terme générique jobber. C'est-à-dire les gens ont toujours créé leur emploi, mais il y a une dimension sociologique. C'est-à-dire les gens sont toujours un peu, comme vous disiez, l'exemple qu'on donnait, vous disiez on demandait quelle était la cause de la folie, c'était toujours la faute de l'autre. Oui. On ne savait pas que c'était... Oui, alors pour les gens qui nous écoutent, ça c'était en off, c'était avant l'émission. Oui. Je faisais référence à une étude que nous avions réalisée et on demandait aux Martiniquais si la folie était une maladie ou pas, et la majorité des gens nous avaient dit non, la folie c'est pas une maladie, c'est un sort. Oui. C'est un sort qu'on nous a jeté. C'est la faute de l'autre. Oui, c'est la faute de l'autre. Alors c'est pareil dans l'économie. Oui, c'est vraiment... On a une autre vision dans nos économies insulaires. C'est de dire que nous, on a une caractéristique, contrairement à ce qu'on souligne, les gens sont très dynamiques. Et ça veut dire, c'est ce que il y a un très fort dynamisme dans ces économies, mais ils n'arrivent pas forcément à créer des grosses structures. On peut constater que les tailles moyennes dans toutes les économies qui marchent, c'est 1 à 10 personnes. Parce qu'il y a la dimension sociale, la dimension comment manager, il y a ce savoir-être, comment manager qui peut être complexe quand on est dans une grosse entreprise, dans une grosse structure.
Et souvent, dans ces entreprises-là, dans ces économies-là, ce sont des appareils d'État qui, un peu comme nous, ont beaucoup d'employés. C'est les chiffres que je donnais tout à l'heure. Oui, c'est 43%. Ouais. Et paradoxalement... Ça devient une économie administrée, en fait, ou une économie d'administration. D'administration, pas d'administrer. Ouais. Et cette économie, quelques avantages qu'il y a, c'est par rapport quand Didier dit... on supporte mieux les chocs externes. C'est-à-dire quand il y a une crise, du fait qu'il y ait 43% de fonctionnaires, on supporte les crises de 2008, les crises majeures qui ont mis les économies même françaises par terre. Même la crise du Covid, on est amorti par ce fait-là. Du coup, on a un dynamisme, par exemple, on sait que c'est la consommation en Martinique, qui, comme dans beaucoup d'îles, qui tire la croissance. C'est-à-dire, on constate que le poids de la consommation des ménages, entre autres, a baissé de 215 millions à peu près, 215 millions. Et ça entraîne un impact de moins 2,4% sur notre PIB, c'est ce qui est énorme. Enfin, le PIB, la création de richesse. La création de richesse pure. On voit qu'il y a une espèce de création de richesse qui vient directement de la consommation. De la consommation. Et que cette fameuse création de richesse vient en partie des revenus de transfert, c'est-à-dire de l'État. Donc, on n'a pas une même vision de l'impact économique au sens qu'on veut le donner avec les outils qu'on apprend classiquement dans nos universités. Et l'idée... Oui. Non, je m'en. Oui, et l'idée pour nous, c'est de dire nos économies peuvent avoir du dynamisme, mais il faudrait peut-être adapter des outils plus en adéquation avec elles. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand les fonds européens sortent, ne serait-ce que pour la dimension de TPE, ce ne sont pas les mêmes échelles. Pour l'Europe, on a bien l'impression que ce n'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. Je vois mal la petite entreprise de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an faire le parcours du combattant pour aller chercher des fonds européens pour un investissement de 20 000 ou 30 000 euros. 30 000 euros, ce n'est pas évident pour eux. Et deuxième point, c'est-à-dire les modes de financement imposés par l'Europe, qu'on ne remet pas en cause, ne sont pas adaptés à nos économies concrètement. C'est pour ça que ça devient pratiquement un vrai parcours du combattant. D'ailleurs, rappelons à ceux qui s'intéressent à ce sujet que pour bénéficier de fonds européens, il vaut mieux avoir une comptabilité. Oui, déjà. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et être à jour de ses dettes fiscales et sociales. Oui. Donc là, on fait ça. On rétrécit les bénéficiaires. Et encore pour prendre l'exemple concret, et on vous demande en général de financer 100% pour être remboursé. D'avancer les sommes. Alors que vous demandez la subvention parce que vous n'avez pas la somme. Ah ben oui. Donc c'est un peu... Bon, le système est un peu complexe déjà. Oui, mais on peut... Vous comprenez mieux, pour ceux qui nous regardent, à la fois pourquoi on a des experts et pourquoi le professeur Aimé Charles-Nicolas a voulu probablement apporter une contribution pour faire évoluer les choses. Oui. Alors, Didier... Oui, en rebond peut-être, et juste pour nourrir la réflexion, parce que je prolonge à la fois des choses qu'avait dites Muriel sur RCI il y a quelques semaines et que j'ai découvertes, et ce que dit Jean-Marc. D'abord, on a un petit marché. Bien sûr que pour nous, on a l'impression que la Martinique est le centre du monde, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même. On a un petit marché, et sur un petit marché, vous ne pouvez pas avoir des grosses entreprises. Les entreprises de grande taille sont nécessairement, transmartiniques. Et là, je le dis aussi, nous avons la chance en Martinique d'avoir des entreprises martiniquaises qui ont d'abord, je le dis avec mes mots, conquis une partie de la Guadeloupe, conquis une partie de la Guyane, certaines la Réunion, d'autres pays, parce que ça a deux vertus. Ces entreprises, par leur taille, elles permettent de conserver en Martinique des fonctions support de compta, de gestion RH et tout, qui n'existeraient pas sans ça. RH, ressources humaines. Et de la même manière, puisqu'elles ont une dimension, on va dire, internationale ou interrégionale, suivant qu'on se place, qui gère des complexités, elles permettent de lever de l'emploi d'une qualification qui n'existerait pas pour un petit marché. Et je me permets, si vous me l'accordez, 2 secondes, parce qu'effectivement, il y a tout ce que dit Jean-Marc sur l'insularité et finalement une composante. Et c'était suite à l'intervention de Muriel. Je dis, mais finalement, on se compare à la moyenne, c'est juste, tout ce que disait Muriel est bien sûr juste, mais est-ce que c'est vraiment un atypisme? Alors je suis allé regarder, je vais vous faire sourire, le département de la Dordogne, qui a plein d'endroits, j'ai découvert qu'il nous ressemblait beaucoup, alors j'en viens, même si j'ai grandi à La Réunion. Le département de la Dordogne, c'est 400 000 habitants, on est 371 000. C'est 145 000 salariés, on est 135 000. C'est une réserve de biosphère, on le sera. C'est 3 millions de touristes, on en a 2.
la création de valeur moyenne par habitant, c'est 18 000, nous on est à 24 000. Vous voyez, on est plus riche que la Dordogne. 18 000 euros. 18 000 euros. Et à la sortie, quand vous prenez la structure des entreprises, c'est exactement la même. Ça veut dire, et on n'a pas la chance, ou la Dordogne n'a pas la chance d'avoir des grands groupes comme les nôtres qui créent ce niveau d'emploi et d'emploi qualifié très élevé aussi. Voilà, donc on a une composante liée à l'insularité, mais je pense qu'on a une composante qui est celui de beaucoup de départements ruraux, qui n'ont pas de groupe industriel. On a quelques réussites, il faut le dire aussi. On a Champimar, qui est une réussite industrielle agricole. On a Gazdon, qui est une petite... On a d'autres aussi. Mais de fait, on est un petit territoire. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux tailles d'entreprise très importantes. Voilà, c'est peut-être une explication, Jean-Marc. J'aime bien quand Didier pose des limites de l'exercice en disant, bon, les mecs, rêvez pas trop quand même. C'est pas rêvez pas trop. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire qu'au contraire, je dirais que le fait qu'il y ait une dynamique individuelle d'entreprendre, de créer son propre emploi, son activité, c'est une force. Oui, mais vous dites... si ceux qui rêvent, je parle de ceux qui rêvent, hein, moi, vous savez que les Martiniquais ont les pieds sur terre. Pour ceux qui rêvent, et ils ont le droit de rêver, parce que c'est ça un peu le challenge, 36 heures pour demain, c'est ça, l'intégration de l'environnement extérieur, de l'environnement régional, est probablement une nécessité. Oui, mais alors je vais finir, et Jean-Marc a le droit de me contredire, ou Muriel bien sûr, Dorothée. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de beaucoup d'entreprises martiniquaises à être capables à la fois de progresser, de développer de la rentabilité sur des petits marchés, et j'ose dire d'exporter cette rentabilité et ces savoir-faire. D'ailleurs, et ça, c'est précieux. Voilà. Et ça, parce que pareil, ces entreprises de taille plus conséquente, je dirais, dans leur sillage, et c'est pas péjoratif dire comme ça, elles vont travailler beaucoup d'autres entreprises. Et donc nous, et on est, je pense, le seul département ultramarin qui a cette composante-là. Hein. Voilà. On a tendance parfois à l'ignorer, mais c'est une vraie richesse collective qu'on a. Hein. Oui, parce que la tarte à la crème classique ces temps-ci, c'est de se flageller en disant que la Martinique est la dernière de la classe, alors que rappelons quand même que la Martinique a des groupes d'entreprises qui structurent les économies des autres. Enfin, qui contribuent en tous les cas. Et rappelons également, si je peux me permettre, que dans le bassin caribéen, nous bénéficions quand même d'un niveau de formation et d'un niveau d'éducation qui est tout à fait honorable et qui permet justement à notre jeunesse d'avoir de vraies ambitions. D'ailleurs, pour revenir à l'étude qui a été faite récemment à la demande, à votre demande, par nos services, on demandait aux Martiniquais quelle était la première richesse qu'ils mettraient en exergue sur la vision qu'ils avaient de la Martinique et des Martiniquais. Le premier élément, c'est l'éducation. L'excellent niveau d'éducation et de formation. Mais c'est très clair. C'est une richesse majeure. C'est une vraie force. Alors, je continue, je ne voulais pas être trop long. C'est-à-dire les économies insulaires s'en sortent à travers ce qu'on appelle tout ce qui est produit de niche, c'est-à-dire la barbade, disons, la muscade. Et nous aussi, on a nos produits de niche, le rhum, qui est connu du monde entier, même au Japon. 150 pays d'exportation. Oui, on a aussi une industrie qu'on néglige, c'est l'industrie culturelle qu'on doit mettre plus en avant, notre musique aussi, le zouk qui est connu aussi, même au Japon. Donc j'allais vous poser, alors c'est une excellente transition, j'allais vous poser la question de votre vision, juste avant que vous terminiez, Jean-Marc, votre vision sur l'économie à 20 ans. Donc, vous commencez à réfléchir. On revient une fois que Jean-Marc a terminé. Je parlais il y a beaucoup d'éléments. Là, je disais un peu, tu m'as demandé un peu un panorama de nos économies. Je veux dire, il faut le comparer par rapport à notre bassin. On est dans un bassin, on ne doit pas penser l'économie martinico-martiniquaise, mais il faut qu'on le pense à l'aune de notre bassin. Comment se projeter? C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit qu'on a des problèmes de démographie, notre population est vieillissante, mais à côté de nos îles qui ont parfois les mêmes cultures, les Dominicains, toutes nos îles, c'est des populations jeunes qui sont prêts à venir ici, c'est-à-dire... Après, ça c'est un autre problème. Mais je veux dire qu'on n'a pas... Comment? Est-ce qu'on a envie de les accueillir? C'est un autre problème. J'ai bien dit qu'on n'a pas forcément, mais on ne peut pas penser notre économie tout seul. C'est-à-dire, les 36 heures, je dis toujours aux professeurs,
36 heures, c'est bien, mais pour penser à la Martinique, mais à l'ordre de notre bassin. C'est-à-dire comment voit-on nos rapports avec les autres qui peuvent être un facteur d'investissement et comme pour rebondir sur ce que vous disiez, pouvoir se projeter, mettre en place des entreprises, un savoir-faire qui est quand même reconnu et puis un potentiel qui crée, notamment autour du numérique, avec le numérique. Ce qui est intéressant comme analyse, parce que ça nous permet d'éviter d'avoir le regard complètement auto-centré, et puis, bien évidemment, indiquer que, alors on en parle régulièrement sur ces plateaux, que la Martinique ne va pas rester à l'abri des migrations. Oui. C'est déjà le cas, et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Hein. La Martinique, c'est quand même le fruit de migrations récurrentes. Dorothée, tu insistais tout à l'heure sur cet atout majeur qui est celui de l'éducation, de la formation, qui est effectivement un levier majeur. Ta vision de la Martinique à 20 ans, on ferme les yeux, on les réouvre et on voit quoi? Où tu souhaites quoi? Comment je souhaiterais que la Martinique soit dans 20 ans? Je souhaiterais d'abord que la Martinique réussisse sa transition écologique. Oui. Et ça rejoint un petit peu l'idée que tu viens d'évoquer. Notre niveau de formation, notre niveau d'éducation nous avons les atouts en main pour réussir cette transition écologique. Alors, est-ce que tu peux illustrer un peu ça? Parce que c'est un peu la tarte à la crème, entre guillemets, parce que depuis quelques années, on l'entend, ça revient dans les discours, les entreprises font du green washing ou du green bashing ou du green morphisme en se peignant un petit peu en vert. Qu'est-ce que ça serait? C'est très simple. On est sur une île. Oui. Et donc, déjà, au niveau de la gestion des déchets, très rapidement, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, il faudra qu'on trouve des solutions. Oui, parce qu'on ne peut pas les jeter à la mer. On ne peut pas les jeter à la mer. Et à mon avis, on est assez proche de trouver beaucoup de solutions. Je vais illustrer mon propos. Chez Réseau Entreprendre, en partenariat avec deux autres associations qui sont Contact Entreprise et Entreprise et Environnement, on a organisé l'année de la croissance verte. Oui. Avec un focus, en ce qui concerne Réseau Entreprendre, sur un concours qu'on a intitulé Impact Plus. Donc, pour aller très vite, c'est un concours qui était réservé aux porteurs de projets qui avaient un projet qui mesurait et qui minimisait leur impact sur l'environnement et qui avait un impact positif sur le social. On a récolté 52 dossiers en 3 mois. Donc, il y a une vraie dynamique. Donc, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie envie d'aller vers ces projets-là et il y a de vraies solutions sur multiples problématiques qui sont trouvées. On en a sélectionné 10 qu'on accompagne pendant 3 mois et ces 10 projets verront le jour et nous allons en primer 4. Donc tout ça pour te dire que sur ces questions sociales et écologiques, je pense qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui est prête à relever ces défis-là, qui est formée pour relever ces défis-là. Et je suis pleine d'espoir pour qu'il y ait de vrais projets d'entreprise. Et tout ça, ce n'est pas en opposition avec la rentabilité et la création de richesse, bien au contraire. On a bien compris, de toute façon tu l'as souligné, que nous n'avons pas le choix. Et que c'est au moins une piste sur certains sujets, nous n'avons pas le choix, c'est très clair. Et de toute façon, il va falloir apporter des solutions, et en apportant des solutions, on va avoir de la rentabilité. Les entreprises qui apporteront des solutions ou qui mettront en œuvre des solutions vont forcément gagner de l'argent. Vont gagner de l'argent, vont inventer des nouveaux modèles économiques. De nouveaux emplois. De nouveaux emplois. Je pense qu'il y aura aussi davantage de partenariat entre acteurs économiques. Oui. Chacun ne fera pas son business dans son coin, on sera interdépendants les uns des autres. On fera comme Muriel, on va les associer. Alors, Didier, la vision à 20 ans?
Oui, enfin, le rêve. Allons rêver, on est là pour ça. Moi, pendant que Dorothée parlait, je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans ce que je percevais. Moi, il me semble que la priorité dans 20 ans, c'est une Martinique apaisée. Pas simplement parce que ça me correspond au plan humain ou avec ce qu'on fait avec Alex, mais je pense qu'il faut vraiment être conscient que la Martinique, il faut qu'elle ait confiance en elle et confiance dans son avenir. Alors, je t'interromps 2 secondes. Rappelons, parce que certains de nos téléspectateurs ont pris l'émission en cours, D'accord. que l'Alex en question, dont tu nommes le prénom régulièrement, c'est Alex Rosette, Oui. qui est le président Du Crédit Agricole. Voilà. Voilà, Et qui est connu comme le loup blanc. comme le loup blanc. Voilà, non, parce que c'est des sujets qu'on aborde souvent, voilà. Et parce que à la fois c'est important d'avoir confiance dans l'avenir, mais en même temps, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de création d'entreprise. Or, il n'y a que les entreprises, et Dorothée insistait là-dessus, qui créeront l'emploi qualifié pour demain. Bien sûr que la fonction publique a besoin d'emplois qualifiés aussi, mais c'est pas le même processus. Mais bon, c'est pas la tendance. Hein. La tendance, c'est que ça diminue au fur et à mesure. Oui, mais on a le paradoxe que l'exigence de compétences dans la fonction publique est de plus en plus forte pour remplir les missions de service public. Tout à fait. Et effectivement, on a un certain nombre d'emplois qui disparaîtront parce que ces qualifications ont besoin, mais l'ensemble des collectivités ont besoin de compétences de haut niveau, hein, parce que la gestion des collectivités, c'est complexe. Ouais. Donc, c'est important d'installer ce climat de confiance, parce qu'il ne peut pas y avoir d'investissement durable s'il n'y a pas confiance dans la société elle-même et qu'elle a en elle-même. En tout cas, je crois à cette Martinique apaisée, mais aussi parce que c'est un moyen de faire rayonner la marque Martinique à l'extérieur et pas à travers des mauvaises images à l'extérieur, parce que ça tue le tourisme. La deuxième chose, en tous les cas, je crois vraiment, en tout cas, c'est notre cheval de bataille. Dorothée a raison, le niveau de formation Martinique est extrêmement élevé par rapport à la Caraïbe, mais il n'est pourtant pas suffisant. Ça veut dire que si on est capable de former effectivement plein de jeunes bien formés, on souffre globalement de qualification de l'emploi. Et quand je dis qualification, ce n'est pas une vision élitiste, c'est dans chaque métier, un CAP boucher est une vraie qualification, dont on s'arrache quand elle est réelle. Dans l'agriculture, qui est important, on parle de la transition aussi écologique de l'agriculture, le monde agricole souffre de jeunes qui s'engagent, qui se forment et qui ne viennent pas là par hasard. Donc on a besoin vraiment de qualifier tous les métiers, car c'est la meilleure réponse, je dirais, à la compétition mondiale. Et le troisième point, et qui est plutôt, et je suis le seul autour de la table, donc je suis au plus à l'aise, c'est ce que moi j'appelle l'économie du cheveu blanc. On voit bien que la Martinique vieillit, bon, donc tac, mais comme beaucoup de départements, peut-être plus vite que d'autres endroits, bon, ça, il peut y avoir des cycles, mais c'est aussi une fabuleuse industrie à structurer. D'abord, on a un devoir moral vis-à-vis des générations qui vieillissent, de les accueillir dans des structures, le plus souvent chez elles, mais c'est aussi créateur d'emplois qualifiés, et c'est des emplois non délocalisables. Donc il y a tout à organiser, car aujourd'hui, c'est pareil, on ne part de rien, mais c'est assez éparse. Délocalisable, pour les gens qui nous écoutent, c'est que les emplois ne peuvent pas ne peuvent pas partir à Hong Kong ou en Chine. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez un ingénieur, si vous avez une entreprise qui est mondiale, écoutez, il coûte bien moins cher que le 40% en Martinique en le prenant en Inde. Ouais. Mais un emploi de service aux personnes qualifiées, parce qu'accompagner des personnes vieillissantes, c'est la qualification, c'est nécessairement avec des Martiniquais et des Martiniquaises. Ouais, tout à fait. Voilà, donc il y a 3 volets, c'est une Martinique à la fois qui fait confiance à sa capacité à entreprendre, à son venir, et qui à côté, au lieu de subir finalement cette démographie, mais bon, à part faire des enfants, et moi j'ai passé là, je laisse ça aux autres, hein, Muriel. Voilà. À part ça, il y a cette réalité qui s'impose et on peut en faire un levier de développement économique et qui tire beaucoup de développement économique d'autres entreprises ailleurs. Très bien. Muriel, ta vision. À part les enfants, Muriel. Non, c'est bon, j'en ai 2, ça va. Je vais dire que ma vision, elle sera un peu, je vais dire, je ne sais pas si c'est une vision, c'est simplement que le professeur Émile Charles Nicolas, qu'on réussisse en fait à aboutir. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Je vais pas m'attacher à un projet en particulier, mais je vais dire que le fait de pouvoir nourrir des réflexions, parce que c'est ça qu'on fait, on nourrit des réflexions, le fait de pouvoir ouvrir une capacité, qu'on puisse, que l'ensemble des personnes puissent nourrir cette vision d'avenir. Ouais. Si on réussit tous à nourrir une vision d'avenir, je n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire. Parce que très souvent, c'est parce qu'on n'a pas de vision, on ne rêve pas justement, et on n'exploite pas ce champ du possible et du réalisable. Et finalement, on réussit, enfin, on ne crée pas ou on crée mal. Et donc, je pense que si justement on réussit ce que le professeur nous a donné comme mission, eh bien, je pense qu'on aura tout gagné. Et on pourra avoir des évolutions dans le secteur
secteurs de l'écologie, dans les secteurs de la formation, etc. C'est peut-être en fait une vision philosophique, mais qui s'applique de manière très pratique à un modèle économique. Se mettre ensemble, réfléchir, c'est probablement... Trouver le cap. Voilà, c'est le fameux cap. C'est probablement une forme, une invention d'économie. Eh bien, Et il y a plein de pays qui appliquent ça de manière systémique. Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de littératie des futurs. Je vais redire ce que c'est. Il s'agit en fait de Oui, parce qu'on a des mecs nouveaux qui viennent d'arriver. Ils ont loupé l'explication du début. Voilà, tout à fait. Donc, c'est notre capacité innée à pouvoir imaginer le futur. Et en fait, je veux dire que quand on réussit, quand on travaille, parce qu'il y a une méthodologie pour le faire. Oui. Je veux dire que moi, j'ai appris à le faire parce que je pense que je m'imaginais plus ou moins, mais je veux dire qu'il y a une méthode pour le faire et j'invite vraiment le maximum de personnes à participer à ces ateliers parce que en fait, on se rend pas compte de ce que peut faire une réflexion collective. Et là, on est des fois un petit groupe de 30 et de voir tout ce qu'on peut déjà imaginer et créer et le fait d'être dans des métiers différents, d'avoir une existence différente, de voir tout ce qu'on peut créer, c'est vraiment énorme. Et je suis très contente qu'on puisse appliquer aujourd'hui cette méthode-là. Ah ben c'est une bonne nouvelle parce que nous, l'une de nos spécialités, et ça me fait sourire quand vous parlez de ça, c'est le brainstorming, tout simplement. Donc la mise en commun de réflexion et ça débouche sur de l'intelligence collective et ça permet de trouver de vraies solutions qu'on ne trouverait pas tout seul dans son coin. Jean-Marc. Alors j'adhère l'image, la Martinique de demain. J'adhère complètement à ce que Muriel dit, c'est l'idée de la vision. Mais ma vision de la Martinique de demain, c'est qu'on puisse arriver à améliorer notre balance commerciale. C'est-à-dire, on a beaucoup... Attention, concept. Alors, la balance commerciale. Là, c'est la balance commerciale, c'est le rapport, c'est les importations par rapport aux exportations. Alors les importations, c'est ce qu'on achète à l'extérieur. Oui, et les exportations, c'est ce qu'on envoie à l'extérieur comme marchandise. C'est-à-dire pour 100 qu'on envoie, on importe 100. Ouais. Et on exporte. Et on exporte 8 à peu près, moins de 8. Stop. En fait, pour les gens qui nous écoutent, quand on importe 100, il faut quand même payer 100. Oui. Et c'est pas en exportant 8 qu'on arrivera à payer les 100. Donc oui. la problématique, c'est comment on fait pour acheter autant et payer autant. Donc, je te repasse la parole. Oui. Alors, pour répondre ou pour continuer ma réflexion? Ah non, pour continuer ta réflexion. Oui. La vision, cette fameuse vision. Cette fameuse vision, c'est-à-dire qu'on puisse améliorer, c'est-à-dire on a des champs de bananes, c'est-à-dire changer même notre structure de goût, pouvoir développer des choses en interne pour qu'on puisse garder vraiment de la richesse chez nous, créer notre propre croissance en interne. Alors ça, c'est la fameuse tarte à la crème du développement endogène. Non, mais je n'ai pas voulu dire... Et pas indigène. Et là, tout le monde est largué. Non, je n'ai pas dit endogène. Et je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, la banane, c'est un fruit, c'est le fruit le plus riche. J'ai découvert ça. Si vous mangez de la banane, pas 24 heures sur 24. Pas 24 heures sur 24, mais on peut. C'est-à-dire, ça peut être comme le riz. Hein. Il y a des familles qui mangent du riz pratiquement pas 24 heures sur 24. Mais assez souvent. Assez souvent. Dans certaines contrées, c'est la base de l'alimentation. Oui. Et c'est très riche en protéines. Il faut savoir que la banane... Ça serait quoi alors? Donc, prendre la banane et puis la transformer, c'est-à-dire... des transformations. Les transformer, c'est-à-dire changer notre structure de goût qui a déjà changé 2 fois. C'est-à-dire, en moins de 15 ans, notre structure, la structure de goût qu'on a actuellement, c'était pas ça on ne la connaissait pas il y a 15 ans. C'est-à-dire, on est McDonaldisé, entre guillemets. J'ai fait de la pub. Oui. Désolé. Donc, on a... Enfin, pour certains d'entre nous. Élysée, il fallait au moins prendre Élysée. Autour de la table, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui mangent McDonald's tous les jours. Oui, mais pas... Je crois même que si je le regarde bien, c'est pas du tout le cas. Non. Par contre, des ignames, de la banane, je suis sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est rendre accessible et puis le développer de manière qu'il y ait un coût. Et si on arrive à maîtriser ce coût par rapport au coût que représentent les importations, on peut captiver, on peut garder
cette marge qu'on exporte en interne. Et ça va créer une vraie richesse et de la vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, la Martinique travaille sur des services à la personne, et ça représente même plus que la France. Et cette crise montre que les services ne permettent pas d'affronter réellement ce qui arrive. C'est-à-dire, en coup dur, on se rend compte que la France est tributaire des autres, mais de plus en plus tributaire des autres, et qu'elle pense à se réindustrialiser. C'est ce qu'a décidé de faire le président actuel des États-Unis. Il est en train de faire à marche forcée, c'est le plus fort, donc il est en train de rabattre. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est n'attendez pas que le prochain coup de boutou nous tombe sur la tête, mais pensons à une Martinique qui aurait les moyens, davantage les moyens. Oui, c'est pas. Moi, je vois pas ça en termes de sanctions, c'est-à-dire un vrai projet collectif pour que on mange des fruits sains, produise plus en interne, c'est-à-dire on produise beaucoup plus de richesses. D'accord. On génère beaucoup plus de richesses intrinsèquement. Très bien. Il nous reste quelques minutes pour renseigner. Alors, je vais le faire très rapidement et puis vous allez rajouter des éléments opérationnels. Alors, pour les gens qui nous écoutent, vous voulez participer à ce projet, vous voulez participer à des ateliers, vous voulez vous inscrire sur le challenge, vous voulez en savoir plus, vous faites le 06 96 89 58 57. 89 58 57. C'est déjà bien. Vous avez une adresse mail si vous voulez envoyer des informations et qu'on vous réponde. C'est Martinique 36H, H-O-R, tout ça collé, Martinique 36H, arrobase, le petit signe là, gmail.com. Gmail, ça s'écrit G-M-A-I-L.com. Alors j'insiste parce que je viens de lire un rapport sur l'illectronisme, c'est ça ? Oui. La non-connaissance. On est passé de l'illettrisme à l'illectronisme. C'est une catastrophe parce que on nous impose des systèmes qui sont liés à l'utilisation de l'informatique et on l'impose à des gens qui n'ont jamais été formés à ça. Donc allons-y doucement. Le site internet www.martinique36h.com. OK ? Et donc, vous pouvez, avec ces éléments-là, il y a une page Facebook aussi pour les super branchés, Martinique 36H pour demain, et là, vous avez tout. Alors, très concrètement, on rappelle que ça se passe au quotidien, tous les jours. Alors, en plus, ce que je veux dire, il faut que les gens puissent venir, parce que plus on sera nombreux, mieux on va nourrir notre réflexion. Très bien. Oui. Alors, cet appel à la solidarité et à l'implication, on le partage. Un dernier petit mot. La date exacte du challenge, c'est fin septembre, le 24. Ouais. 24, 25, 26 septembre. Voilà. Donc, vous avez encore le temps, et vous avez surtout le temps de participer aux ateliers et à la réflexion. Absolument. Muriel, un dernier petit mot. Eh bien, comme je le disais, je rejoins ce que dit Jean-Marc. J'invite tout le monde à participer à cette mobilisation parce que je trouve que c'est une excellente chose. Même pour ceux qui ne veulent pas créer de projet, donnez vos idées parce que même il n'y a pas d'idées bêtes. Voilà. Et puis surtout, vous nous avez apporté un éclairage extrêmement intéressant sur le fait que vous-même, vous avez découvert des méthodologies, des façons d'apprendre qui sont intéressantes. Didier ? On vous fait confiance pour nous rejoindre. Ben voilà, il va bientôt faire de la politique. C'est ça, un élément de langage, c'est un slogan excellent. Et comme c'est l'actualité, à mon avis, ça va être repris. Méfie-toi, tu as intérêt à déposer ça très rapidement comme message. Merci quand même, Eddy, aussi au nom de tous, à l'émission que tu animes à Zouk TV, de le relayer, parce qu'à la fois, y compris RCI, c'est important que des médias soient associés et relayent cette dynamique collective. Eh ben, merci, ça sera fait. Merci beaucoup, Eddy, oui. C'est très dynamique. Merci de votre confiance. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour une autre composante
puisqu'on va parler de culture, on va parler d'éducation, on va parler de l'histoire. On va tout passer en revue d'ici une dizaine d'épisodes supplémentaires. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés, entendus, et merci des messages que vous pouvez nous envoyer. Merci, à très bientôt.